Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Oui, on t'entend, Christelle. Bonjour, oui, Ah Oui, 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 t'entends. très bien. excusez-moi. Oui, bonjour à tous. On va encore attendre un petit peu que tout le monde arrive avant de démarrer ce webinaire. En attendant que les gens arrivent, je vais me présenter. Donc, je suis Christelle Capitaine, je suis la directrice de la région Sud d'Entrepreneurs pour la planète. Et donc, c'est moi qui vais faire l'introduction de ce webinaire. Qui est en fait un webinaire dédié à la thématique faire de sa solution impact une expérience positive pour l'usager et les clients. Et donc, nous avons la chance d'avoir quatre porteurs de projets qui seront présents sur ce webinaire pour nous présenter leurs solutions et débattre de cette thématique, notamment lors d'une table ronde qui sera animée par Guillaume Farny. Donc, j'attends encore un petit peu. Tu as fait venir du monde. Ah bah super. Tu vois. Continue à parler, Christelle. J'attends encore un petit peu. On est combien là maintenant pour l'instant? On est 19. 19. Très bien. Bon, d'expérience, il y a. Voilà, 20. Continue, continue, Christelle. Il faut encore que je parle. Ouais. Non, tu continues. Je lance ou je continue? Bah non, non, tu peux lancer, ça va lancer tout doucement le. Ok. Donc, pour les derniers qui sont arrivés, je me représente vite fait. Donc, je suis Christelle Capitaine de Entrepreneurs pour la planète Région Sud. Et donc, je gère toute la région avec mon équipe Vincent et Louison qui sont là juste à côté de moi. Et en partenariat aussi avec Aura qui nous aide sur les thématiques nationales. Donc, je vais vous présenter, avant de vous présenter Entrepreneurs pour la planète, je vais quand même vous donner les règles de ce webinaire. Donc, comme vous le savez, on va faire un enregistrement, donc vous aurez la possibilité d'avoir le replay si, si ça vous intéresse. Je vais vous demander de couper vos micros peut-être pendant que les intervenants parlent pour éviter qu'il y ait des interférences. En revanche, je vous invite à vraiment noter toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent, que ce soit à partir de maintenant jusqu'à la fin, puisqu'on pourra poser les questions pendant tout le déroulé du webinaire, pas forcément uniquement à la fin. Et on aura quand même aussi un petit temps de questions-réponses dédié donc pour le webinaire. Voilà. Donc, je vais vous parler d'Entrepreneurs pour la planète pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense quand même qu'il y a un bon nombre de personnes en ligne qui connaissent Entrepreneurs pour la planète. Donc, c'est une association qui est née à Marseille en 2019 parce qu'en fait, le fondateur, qui est Christophe Caille, se disait que les entreprises avaient un rôle très important à jouer dans la transition écologique, qu'elles étaient certes le problème, mais qu'elles étaient aussi la solution. Et que donc l'idée, c'était de faire en sorte que ces entreprises accélèrent la transition écologique des territoires. Et comment? Ben, justement, en les connectant avec des porteurs de projets à impact environnementaux et en faisant en sorte qu'elles puissent bénéficier en fait de ce savoir-faire environnemental des porteurs de projets et qu'en même temps, elles puissent apporter à ces porteurs de projets tout leur savoir-faire entrepreneurial pour les aider à développer leurs projets. Donc l'idée, c'était vraiment de cartographier tous les projets existants au niveau des différentes régions en France, des projets à impact, de créer des binômes avec ces entreprises, donc des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants d'entreprise. Et l'objectif, c'est vraiment de faire émerger ces projets, de les rendre pérennes et rentables, et en même temps de permettre à ces entreprises de travailler sur leur propre transition écologique et de pouvoir engager cette transition écologique avec les porteurs de projets à impact. Aujourd'hui, donc ça fait plus de 4 ans et demi maintenant que nous avons lancé Entrepreneurs pour la planète en région sud. Nous nous sommes donc dupliqués dans de nombreuses régions. Nous sommes maintenant présents en Bretagne, Pays de Loire et en Île-de-France, présents aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon. On a plus de 700 porteurs de projets aujourd'hui au sein de notre communauté, avec 230 mentors chefs d'entreprise qui les accompagnent. Et on a donc 4 antennes en France. Alors, pardon, qui sont nos porteurs de projets? On a des porteurs de projets qui sont des startups, des associations, par exemple des parcs nationaux ou parcs régionaux. Et en fait,
Pour les startups, elles peuvent être à différents niveaux de maturité. C'est par exemple des startups qui sont juste au début de leur histoire et qui ont besoin d'être accompagnées pour grandir, ou des startups qui sont en mode scaling ou carrément en hypercroissance, puisqu'on a des startups qui sont en levée de fonds et qui sont en train de lever plusieurs millions d'euros. Donc, l'intérêt de ces porteurs de projets, c'est qu'ils embrassent un petit peu tous les domaines du développement durable. On a des porteurs de projets qui vont travailler, par exemple, sur les énergies renouvelables, sur tout ce qui est l'agriculture et la consommation responsable, tout ce qui est la construction responsable, la mobilité douce. En fait, globalement, toutes les thématiques qui touchent au développement durable et qui touchent aux 17 ODD de l'ONU. Donc, ça nous fait vraiment un nombre de thématiques qui sont très importantes et qui permettent de traiter quasiment toutes les problématiques du développement durable aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, à la fois pour les régions et les territoires, et à la fois aussi pour les entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation, je dirais, gagnant-gagnant entre un entrepreneur et un porteur de projet? Ben, c'est vraiment mutualiser deux savoir-faire, le monde de l'environnement et le monde de l'entreprise, parce que les porteurs de projet, forcément, sont des gens qui ont des idées, qui sont inventifs, mais qui ont besoin d'être aidés pour développer leur activité. Et l'objectif, c'est vraiment de faire comment dire, un partage de connaissances entre ces deux-là et de co-construire un monde plus durable dans une communauté en fait d'acteurs engagés, puisque bien évidemment, on le sait, hein, la transition écologique, c'est avant tout une action collective qui intègre un grand nombre de parties prenantes, comme à la fois les entreprises, les startups, les porteurs de projets, mais aussi les incubateurs, les accélérateurs, les collectivités territoriales, les écoles. Et nous, en fait, Entrepreneurs pour la planète, on est au milieu de toutes ces parties prenantes et on fait une sorte d'intermédiation entre tous pour accélérer la transition écologique des territoires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et on a une action qui est vraiment intéressante, puisqu'en fait, les bénéfices sont vraiment importants. Pour les porteurs de projets impact, bah, ça leur permet de prendre du recul, de rompre cet isolement de l'entrepreneur. Ça leur donne des nouvelles opportunités et ça leur permet de travailler aussi et de développer leur business parfois avec leurs mentors. On a des porteurs de projets qui sont devenus, je dirais, partenaires de leurs mentors ou associés. Et puis, ça sensibilise aussi les entreprises sur le territoire et l'innovation en matière de transition écologique. Et puis, pour les mentors, ben, évidemment, ça leur permet de concrétiser leur engagement environnemental, d'engager leur propre transition écologique au niveau donc, de l'entreprise en intégrant l'innovation des startups à impact dans leur stratégie RSE. Et pour les collaborateurs, ben, ça donne du sens et ça permet de travailler aussi sur la stratégie RH et d'engager les collaborateurs en même temps que le top management. On a quelques exemples très rapides et puis ensuite je vais laisser la place aux porteurs de projets pour présenter leurs projets. On a notamment monté deux programmes de mentorat importants sur deux grands groupes comme la CMA-CGM, donc troisième transporteur mondial, et NGE qui est un des plus jeunes, je dirais, groupes de ah, j'ai un petit trou de mémoire. C'est un groupe de BTP, voilà, le plus jeune groupe de BTP en France, où donc à la CMA-CGM, on a fait adopter 19 projets pour 19 mentors qui étaient membres du top management. Et c'était des projets autour des énergies renouvelables, de la décarbonation du transport maritime et aérien et du dernier kilomètre et de la biodiversité. Et ces projets donc, ont donc travaillé en collaboration avec des top managers de la CMA-CGM et ont développé beaucoup de choses, mais je vous en parlerai dans un autre webinaire parce que là, on n'a pas le temps. Et on a fait la même chose avec la NGE, où là, en fait, NGE a adopté des projets autour de la construction responsable, de la consommation responsable, de la décarbonation aussi, et tous les sujets autour des énergies renouvelables. Voilà, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui de collaborations très, je dirais, positives qui ont eu lieu entre des porteurs de projets impact et des entreprises. Mais là, je vais laisser maintenant la parole à nos invités. Donc, on a 4 porteurs de projets qui seront là aujourd'hui. Donc, Alessandre Solacolou, qui est fondateur de OALI, Guillaume Faure, qui est fondateur et président de Liberté Watts, Edgar Duboucher, qui est fondateur de Smart Caps, et Arthur Dumoulin, qui est cofondateur de l'Uniwave. Donc, ces 4 porteurs de projets vont donc vous présenter leurs projets et au cours donc d'un échange qui sera animé par Guillaume Farny, qui est notre donc directeur régional de Bretagne, Pays de Loire et d'Île-de-France.
Eh bien, Guillaume, je crois que je vais te laisser la parole et je vais donc lancer cette table ronde avec un grand plaisir. Donc, Guillaume, c'est à toi. Merci. Alors, on excusera, bonjour à tous, on excusera juste Esgar Duboucher qui a eu un contretemps aujourd'hui, mais ce ne sera que partie remise, j'ai pu travailler avec lui. Donc, on est très heureux d'accueillir Alexandre, Guillaume et Arthur pour cette table ronde. Alors, juste un mot sur cette table ronde. Pourquoi le sujet? Eh bien, en fait, on est parti de, comme Christelle l'a dit, on a des entrepreneurs, on a des mentors. Vous avez les uns et les autres des problématiques, des sujets à résoudre. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'on va faire court en 40 minutes. Et l'idée, c'est pas tant de vous présenter tous ces beaux projets, mais plutôt d'amener une discussion autour d'une problématique qui est revenue assez souvent auprès des uns et des autres dans notre communauté. On a souhaité l'illustrer aujourd'hui avec ces trois exemples. C'est notamment la question de l'expérience client, de comment peut-être on valorise, on rémunère son volet entreprise impact, comment aussi on crée un modèle économique, hein, puisque le sujet n'est absolument pas antinomique avec, bien au contraire, on le verra avec les illustrations de ces projets. Donc, je vais commencer directement, peut-être Guillaume, dans cet ordre, Arthur et Alexandre, je vous propose de nous dire un mot sur vous, en peut-être 2 minutes maximum, si c'est possible, et puis un petit mot sur votre solution pour démarrer, et puis après, on démarrera l'échange. Et comme l'a dit Christelle, si vous avez des questions, l'idée, c'est que ce webinaire, même si on est en visio, c'est que ça soit le plus dynamique possible. On a 3 quarts d'heure. Et donc, posez-nous toutes les questions que vous avez besoin pour que ce soit vivant. Guillaume, je te laisse la parole pour commencer. Merci Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Guillaume Faure, j'ai 24 ans et je suis le fondateur de Liberté Watch. Je suis très heureux d'être ici. J'envie les gens qui sont dans le sud parce que personnellement en Bretagne, j'ai froid. On a un temps pourri depuis des mois et là je suis en polaire alors que nous sommes le 2 juillet. Donc ceux qui sont dans le sud, profitez bien. Donc moi j'ai fondé Liberté Watch il y a 2 ans presque maintenant. Donc Liberté Watch, c'est une start-up à impact dans le domaine de l'électricité. C'est en fait une application mobile qui va récompenser les particuliers qui réalisent des économies d'électricité aux heures de pointe, donc aux heures de tension sur le réseau électrique. Ce qu'il faut comprendre très brièvement, c'est que le réseau électrique, c'est comme une autoroute. Quand tout le monde consomme en même temps, il est saturé. Et plus il est saturé, plus l'électricité, elle est polluante et elle est chère. Donc si tous ensemble, on fait un petit effort pour ne pas consommer quand le réseau est saturé, en fait, ça soulage le réseau, ça fait que l'électricité est moins polluante et moins chère. Et donc nous, on récompense sur l'application les utilisateurs qui sont prêts à réduire leur consommation d'électricité pendant ces heures de pointe. Et en fait, on leur propose des challenges énergétiques en leur disant très concrètement, par exemple, demain, de 18h à 19h30, si tu réduis ton chauffage de quelques degrés, on te file quelques points. Et ces points, ils vont dans une cagnotte que tu pourras utiliser chez des partenaires, voire même convertir en euros. Donc voilà, l'idée, c'est d'inciter le changement des comportements par les récompenses et par aussi un principe dont on va parler tout à l'heure, la gamification, donc l'aspect ludique d'une expérience client. Merci Guillaume. Donc, on ne t'engagera pas pour le comité du tourisme en Bretagne, hein, qui te remercie, qui m'envoie beaucoup de choses. Donc, il fait beau, hein, contre vérité. Peut-être Arthur, du coup, qui est un peu plus dans le sud que la Bretagne, je crois, à Lyon. Euh, si tu veux nous faire un bulletin météo également, hein, n'hésite Eh pas. ben, écoute, J'adore la Bretagne, attention, hein. Arthur, on t'écoute. je vais commencer par le bulletin météo. Alors, celui de Paris, parce que c'est là où je suis actuellement et Non, il c'est fait une vraiment viso, j'avais une très, visio normalement là, avec très maussade. Oula, les carbonés pour la planète là. Ah, pardon, euh, pensez à couper vos micros les uns les autres. Sauf Arthur, bien évidemment. Arthur, vas-y, on t'écoute. ouais, je connais. Du coup, oui, donc Arthur Dumoulin, enchanté, très ravi d'être là aussi. Moi, je suis entrepreneur pour la planète depuis maintenant 1 an et demi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je suis cofondateur de l'UniWave. L'UniWave, c'est une histoire en fait de trois amis à la base qui voulaient se lancer dans leur transition écologique. Et nous, notre focus, c'est le monde du tourisme. En fait, le monde du tourisme qui est aujourd'hui en retard et un peu antinomique avec la transition écologique. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une écologie positive au sein de ce tourisme, et donc une écologie qui est en fait compatible avec ça, parce que tout à chacun, quand on va à l'hôtel, souvent on n'a pas très envie de réduire son niveau de confort, mais on a quand même envie de faire des actions, et c'est le but de l'UniWave, c'est de créer des expériences éco-responsables, positives et rentables
pour le client et pour l'utilisateur de l'hôtel. Donc très concrètement, en fait, nous, la première solution qu'on met en place, c'est une solution dans les salles de bain qui permet en fait d'inviter via la gamification. Je rebondis sur tes propos, Guillaume, euh, via la gamification pour réduire des consommations et tout en, en fait, à la fin, récompensant le client final. Et donc, aujourd'hui, l'Uniwave, c'est une entreprise qui a 2 ans et demi. On est en levée de fonds justement pour accélérer à ce niveau-là, parce qu'on a dû, prendre et donc réfléchir aux différents modèles économiques pour aller et fitter avec ce monde-là. Merci Arthur. Eh ben, il y a déjà avec Guillaume déjà pas mal de mots, hein. N'hésitez pas à poser des questions autour de la gamification, l'écologie positive, les modèles économiques. On fera fi de la météo. Alexandre, je te propose de te présenter également. Oui, bonjour. Je m'appelle Alexandre Solacolu et je vis dans un lieu un refuge climatique où il fait toujours frais, qui s'appelle la Bretagne. Et, pour rester sur le point météo. Moi, je suis juriste en droit maritime de formation et tout le projet est né de la volonté de protéger les océans. Et je suis assez pragmatique. On a essayé d'aller voir où on pouvait avoir le plus d'impact pour résoudre ce problème et sans faire l'historique. On s'est posé la question sur, au début, comment aider les gens à gérer leurs déchets et on s'est rendu compte que ça avait finalement qu'un impact relatif, notamment la question du recyclage et que l'enjeu, c'était vraiment l'évitement des déchets. Et il y a quelques années, on s'est attaqué au plus gros gisement d'économie carbone qu'il y a dans la poubelle, c'est la bouteille d'eau en plastique. Et on a créé le mouvement Gourde Friendly pour stimuler et faciliter l'usage de la gourde. Et ce mouvement Gourde Friendly visait à cartographier tous les endroits où on pouvait utiliser sa gourde et notamment à mobiliser ce que nous on appelle les établissements Gourde Friendly, c'est-à-dire les bars, restaurants, alors pas uniquement, mais qui étaient OK pour remplir la gourde des gens gratuitement. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, un bar, c'était une boutique de vrac liquide qui s'ignorait parce qu'au-delà de servir de l'eau, du robinet, en fait, alors comme je vis en Bretagne, mon premier réflexe, c'est de voir la bière qui sort des becs verseurs, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les bars, ils servent de la bière en vrac, ils servent de la limonade en vrac, ils servent du café en vrac. Et qu'en fait, il y a tout un champ d'usage qui n'était pas adressé au marché de la consommation nomade. Et on s'est rendu compte parallèlement que les usagers, même les usagers de gourde, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était quand même une expérience enrichie. Et en ce moment, là, ce que j'utilise comme exemple, c'est que on dit souvent qu'il n'y a pas assez de fontaines publiques disponibles et c'est pour ça qu'on utilise trop de bouteilles en plastique. Et si vous regardez à Paris ou dans certaines gares où il y a déjà des fontaines qui sont mises en place, personne ne fait la queue pour aller boire à la fontaine. Et en fait, ce que veulent les gens, c'est une expérience enrichie. Et quand je dis expérience enrichie, c'est souvent à minima pour des raisons sanitaires, mais souvent c'est parce qu'ils veulent de l'eau rafraîchie, ils veulent de l'eau aromatisée, ils veulent de l'eau gazéifiée et ils veulent mettre d'autres boissons. Donc, c'est bien qu'on a créé tout dernièrement, là, on est vraiment en phase de bêta-test, entre le bêta-test et le déploiement d'une plateforme qui est une marketplace qui s'appelle C'est si bon, qui vise en fait, à faciliter euh, où trouver des boissons à emporter en zéro déchet, où trouver, commander, payer, et qui permet en fait finalement d'être une alternative à la petite Starbucks Coffee pour les établissements indépendants. Et donc notre conception, c'est finalement d'améliorer l'expérience autour de la consommation responsable nomade et pouvoir créer en même temps de la performance écologique et en même temps de la performance économique. Un petit chiffre, hein, quand même, juste pour expliciter l'enjeu écologique, c'est que seulement 2% des emballages qui sont produits dans ce qu'on appelle la consommation hors domicile, c'est-à-dire dès que vous sortez de chez vous, seulement 2% sont collectés pour être recyclés contre 75% quand vous êtes à la maison. Donc on est vraiment sur des enjeux colossaux sur le plan environnemental et en même temps, c'est un marché à adresser pour des commerçants qui sont plutôt en difficulté économiquement. Alexandre, je Euh, te propose, puisque tu as oui, j'ai abordé, fini. pardon, je Point. t'interromps, mais tu as évoqué, enfin, vous avez évoqué les uns et les autres plusieurs sujets. Peut-être, Arthur, tu as parlé d'évitement, et je sais que Guillaume, dans ta solution, tu parles d'effacement.
Alors peut-être que tu avais prévu d'en parler. Peut-être nous dire un petit peu, et Alexandre nous a donné un petit peu quelques chiffres. Est-ce que vous avez un petit peu peut-être quelques chiffres et qu'est-ce qu'on met derrière ce concept d'évitement, d'effacement? Quels sont un petit peu les enjeux pour peut-être nous donner un peu un ordre de grandeur, soit sur l'énergie ou la consommation d'eau, peut-être Arthur? Alors, pour être sûr d'avoir bien compris ta question, c'est-à-dire ce qu'on permet concrètement d'économiser? Voilà, tout à fait, hein, Oh, sur un d'accord. peu l'impact, l'économie Mm. finalement. Écoute, bah nous l'économie, elle est assez simple. En fait, comme on est sur le comportement des usagers sous la douche, on a tous entendu ce côté on consomme trop sous la douche. L'idée, en fait, nous, c'est qu'on permet de réduire en moyenne 30% de consommation d'eau sous la douche. Il faut savoir que, je vais peut-être en choquer certains, mais la moyenne chez soi, déjà, de consommation d'eau, elle est autour de 55 litres, ce qui est déjà énorme, hein. Je vous mesurer en bouteille d'eau, souvent à côté. À l'hôtel, on est en moyenne plutôt à 105 litres pour du 3 ou 4 étoiles, ce qui est énorme, hein, c'est 2 fois plus déjà qu'à la maison. Et nous, l'Uniwave, on permet d'économiser entre 30 et 40 litres à chaque douche, en moyenne, bien sûr, sur l'intégralité d'un hôtel. Et donc ça, ça va dépendre de la taille de l'hôtel, le taux d'occupation, mais on est sur à peu près en moyenne 2 millions de litres d'eau économisés par hôtel et par an. D'accord, ben, merci beaucoup tu avais bien compris la question, c'est important. Peut-être, Guillaume, de ton côté, en termes d'électricité, est-ce que tu as un petit peu des ordres de grandeur qui sont connus un petit peu, on l'a vu sur l'économie de l'eau? Alors, tu as parlé d'effacement. En effet, nous, on utilise beaucoup ce terme, mais qui est un terme technique, en fait, spécifique au monde de l'électricité. Un effacement de consommation, c'est tout simplement réduire volontairement sa consommation d'électricité à certaines heures, les fameuses heures de tension dont je parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, Liberté Watt, quand je dis qu'on propose des challenges énergétiques qui consistent à réduire sa consommation, le nom technique pour les entreprises du réseau électrique, ça s'appelle tout simplement un effacement de consommation. Donc, les effacements de consommation sont amenés à exploser dans les années à venir. On parle d'une multiplication à l'échelle globale de 4, 5, voire 6 d'ici 2035, parce qu'en fait, les besoins d'effacement augmentent. Pour la simple et bonne raison que la production d'électricité est de plus en plus fluctuante à cause, malheureusement, des énergies renouvelables qu'on ne sait pas encore stocker à grande échelle. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus confronté à des moments où on n'a pas de soleil et pas de vent, et donc d'un coup, la production baisse drastiquement, alors que la consommation en face reste la même, voire augmente. Donc l'idée, en fait, via l'effacement, c'est de baisser sa consommation au bon moment. Donc, nous, on est en train on est au tout début de l'aventure, donc sur l'économie liée à l'effacement, on est en train de sortir les chiffres. Par contre, sur l'économie de sobriété, parce qu'on incite aussi nos utilisateurs à faire des économies, on est sur une économie en moyenne de 10 à 15% par an sur la facture, donc sur les consommations. Et ce qui est difficile à calculer pour l'effacement, c'est qu'en fait, on fait des économies à certaines heures. Donc, il faut calculer l'empreinte carbone qu'a l'électricité à ces heures-là. Et donc, on est en train de développer des modèles en intelligence artificielle pour être capable de prévoir et d'anticiper très précisément l'empreinte carbone de l'électricité dans chaque territoire afin de mettre en face un effacement et de savoir combien cet effacement a permis d'économiser en termes de CO2. Donc, suivez-nous sur les réseaux et téléchargez l'application et très vite, vous aurez les statistiques d'économie CO2 de Liberté Watts. D'accord, merci. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui de modèle arrêté pour savoir exactement, pour calculer exactement l'économie, puisque si j'ai bien compris, ça dépend des territoires, de l'empreinte carbone, des horaires. Ouais, Ok, ça peut-être. dépend aussi ça dépend aussi de comment en fait parce que quand on fait un effacement, en fait, on réduit sa conso. Donc, il faut calculer Mhm. une courbe de référence. Il faut calculer la courbe fictive, entre guillemets, la courbe de consommation, pardon, qu'on aurait eu si on n'avait pas fait d'effacement. Donc là, il y a tout un débat aussi avec l'ensemble des acteurs du réseau électrique sur comment on calcule pour les particuliers cette courbe de référence. Je vois qu'il y a une question qui dit comment concrètement on efface sa consommation. C'est très simple. En hiver, par exemple, pendant 1 heure, on éteint son chauffage ou on débranche la box, ou on éteint la télé. Alors, je vois que certains font la grimace, mais si on a une maison ou un appartement qui est pas mal isolé, 1 heure de réduction de chauffage, normalement, avec l'inertie du logement, on garde une température confortable. Et dans le pire des cas, on met un petit pull, comme moi, en Bretagne.
Merci. Effectivement, on prendra les questions. Je voulais juste peut-être terminer ce premier tour. Il y avait une question, hein, mais on y viendra. C'est peut-être pour Alexandre et Arthur nous dire très rapidement peut-être comment ça fonctionne, votre solution, notamment pour l'économie d'eau. Peut-être Eh ben, Arthur pour écoute, commencer, le eh ben, très dispositif. bien, je vais prendre, voilà, oui, pour illustrer. Donc, nous, sur la solution Lean Shower qu'on installe donc en salle de bain des hôtels, l'idée, bah, c'est quand vous arrivez dans votre salle de bain, il va avoir une signalétique. Donc, voilà, enfin, comment expliquer? Enfin, signalétique, on va dire qu'on a une petite affiche en format A5 qui va venir en fait inviter en faisant la promesse que toutes les litres d'eau que vous allez économiser sous la douche seront reversés pour des populations dans le besoin. Et à côté de ça, il y a une tablette, donc en e-paper, comme une Kindle, qui va vous proposer de vous fixer vous-même un objectif de consommation. Ça, c'est très important en sciences comportementales et en gamification, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'imposé. C'est vous qui allez passer un contrat avec vous-même. Et donc, bah, voilà, on va vous positionner en fonction du top 5, top 10, top 15%. Et donc, ça, c'est vraiment à vous de choisir. Après, au sein de la douche, en fait, on a un complément qui va se mettre en fait sous le mitigeur. Le mitigeur, c'est là où on choisit plus d'eau chaude ou plus d'eau froide et qui va faire en fait un suivi en temps réel de votre consommation. Donc, à savoir, si vous aviez mis 80 litres, à 20 litres, on aura un premier cadran, donc un premier quart de cercle vert qui va s'allumer, un second, etc., etc. Nous, on est dans l'écologie positive, donc en fait, dans l'hôtellerie, on ne va pas se mettre à clignoter en rouge ou envoyer ou mettre de l'eau froide à la fin. C'est simplement informatif, mais ça fonctionne quand même vraiment bien avec ces 30% qui arrivent. Et à la fin, on a toute la dernière partie des sciences comportementales qui est la valorisation. Et en fait, l'idée, c'est pour les termes techniques, sécréter un peu de dopamine en disant bah, bravo, vous avez fait une bonne action. Et donc, bah, par exemple, si vous avez fait que 60 litres sur les 80 litres, et ben, on va dire bah, bravo, vous avez fait ça. Vous allez pouvoir avoir peut-être un cocktail à la fin pour votre hôtel ou d'office. De toute façon, l'eau sera réversée. Merci beaucoup Arthur. Peut-être avant de revenir, peut-être une notion, hein, si vous le voulez bien, tu as parlé de sciences comportementales. Je voudrais juste qu'on écoute peut-être Alexandre pour nous dire un petit peu brièvement, Alexandre, un peu comment à la place de l'usager ou comment fonctionne ta solution, en tout cas le principe qui le fonde. Ah, je pense que le premier paramètre, ce que je disais, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus simple de consommer de manière, enfin, en ayant de l'impact négatif. C'est-à-dire c'est plus facile de prendre un gobelet, d'acheter à l'usage unique. Donc, le premier enjeu pour nous, c'est d'apporter, de construire l'offre autour des besoins de l'usager. Et quand je dis construire l'offre, ben, c'est-à-dire autour de ces lieux de consommation qui puissent facilement trouver sa boisson. Alors, je parle beaucoup de boisson, mais on a ouvert aussi au plat, mais tout ce qui va être à emporter, qui va être consommable avec des contenants réutilisables, que ce soit des gobelets réutilisables, des gourdes, des mugs ou des lunchbox. Donc ça, c'est le premier sujet, parce que on sent bien que pour des gens qui sont déjà comment dire, captifs du sujet, c'est plutôt ça leur problème quand on leur parle, qu'est-ce qui fait que vous ne consommez pas plus en zéro déchet? C'est-à-dire qu'en fait, ils finissent par aller toujours au même resto parce qu'ils sont sûrs que là, ça se passe comme ça. Et puis, voilà. Donc, nous, il y a la question de l'offre. Ensuite, sur l'incitation, bah, évidemment, il y a un enjeu de se rendre compte de l'impact parce qu'on ne se rend pas compte, comme on est pris dans un quotidien, de la quantité de déchets qu'on produit ou qu'on évite. Ça veut dire finalement de se dire à la fin du mois, ça fait une centaine de déchets évités, voilà l'équivalent carbone. Mais c'est vraiment dans une logique aussi de, de- d'une expérience à impact, mais qui ne soit pas une expérience dégradée. Parce qu'en général, ce que vous vivez, si vous regardez Too Good To Go ou Vinted, en fait, c'est de l'impact avec une expérience dégradée. Ça veut dire un produit d'occasion, un produit que vous savez pas, enfin, vous savez pas ce que vous allez acheter. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à indexer, en termes même de narration, une consommation enrichie à de l'impact, quoi. Mais après, les critères d'impact, ils sont assez simples, hein. C'est le nombre de déchets évités, l'équivalent carbone évité. On a aussi l'économie réalisée, parce que grâce à la loi AGEC,
et puis aussi à la bonne volonté des commerçants. Quand vous consommez responsable, vous faites une économie. Voilà nos critères à nous d'évaluation. Mais je pense personnellement que la partie impact environnemental, enfin le ressenti de l'impact environnemental, il est relatif par rapport à la qualité de l'offre et à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'impact, il touche une certaine partie du public, mais pas la masse. Justement, merci de la transition, peut-être non voulue, Alexandre, mais je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Effectivement, vous avez parlé tous les trois d'expériences positives, enfin, d'écologie positive, expérience non dégradée. Enfin, et peut-être, Arthur, je reviens vers toi, tu as évoqué la question des sciences comportementales. Est-ce que, et n'hésitez pas, Guillaume et Alexandre, à rebondir sur les interventions des uns des autres. Sur cette question, Arthur, des sciences comportementales, puisqu'il y a peut-être des choses, justement, pourquoi avoir à faire appel à ça. Et après, voilà, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que, Arthur, tu peux peut-être nous en dire un mot? Bien sûr, bien sûr. Les sciences comportementales ou le nudge, c'est les deux mots qui reviennent le plus souvent. C'est des concepts qui sont de base utilisés énormément en marketing. Et en fait, c'est l'étude de tous les biais cognitifs, donc tous les biais, tout ce qui va se passer dans la tête des gens, en fait, des utilisateurs, pour prendre leurs décisions. Et en fait, l'idée de travailler sur les sciences comportementales, c'est de se dire, bah, en fait, quels déclencheurs vont amener à quel comportement. Donc, bah, dans le marketing, classiquement, c'est qu'est-ce qui va me faire acheter cette voiture plutôt qu'une autre. Et bah, nous, chez l'Uniwave, l'idée, c'est d'utiliser ces sciences comportementales pour dire bah, qu'est-ce qui va faire en fait que je vais prendre une douche plus courte ou avoir un comportement plus respectueux. Et donc, en fait, bah, nous, pourquoi on a dû utiliser les sciences comportementales, c'est vraiment pour ce niveau de confort. Alexandre, tu le disais, hein, pour ne pas avoir en fait une expérience dégradée. Dans le tourisme, c'est un red flag, c'est impossible de dégrader l'expérience des clients. Et donc, en fait, nous, l'idée, ça a été de trouver la solution donc, en utilisant ces sciences comportementales, en utilisant les différents biais du cerveau. Donc, c'est des choses bêtes, hein, mais par exemple, pour donner un exemple concret, nous, c'est donc au niveau du choix du litrage, on va le positionner par rapport à un top de pourcentage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est quelque chose de très fort. C'est si on vous dit, bah, si tu cliques sur 80 litres, tu vas faire mieux que 70% de la population, et ben inconsciemment, nous, on a un peu envie de le faire. Et bah, nous ou un tel, mais en fait, chacun, ça va dépendre de chacun. Donc, c'est ça qui est très fort dans toutes ces sciences comportementales. Et il y en a plein, il y a plein de biais, c'est hyper intéressant. Je vous invite à vraiment aller regarder. Il y a des choses sur les mégots de cigarettes. Vous savez, est-ce que vous avez envie de voter pour Mbappé ou pour Cristiano Ronaldo? Et ben, ça va inciter plutôt à mettre la cigarette dans dans la poubelle plutôt que par terre. Et ce qui est intéressant, et c'est là où nous, on est dans cette lignée-là, c'est que en fait, on se rend compte que le changement de comportement, il n'est pas lié à la motivation environnementale obligatoirement, quoi. C'est-à-dire que si on veut embarquer le maximum de gens, il faut trouver toutes les raisons pour lesquelles chaque groupe d'individus fait évoluer son comportement. Parfois, c'est le prix, parfois, c'est comment on appelle ça, le fait de se reconnaître socialement, en tout cas de pouvoir rentrer dans le rang de ce qui est fait par les voisins. Et je pense que c'est ça l'enjeu pour nous, entrepreneurs et apporteurs de solutions, c'est de ne pas se soucier de la raison pour laquelle un consommateur fait évoluer son comportement, mais de se soucier du fait que ce même consommateur change son comportement, quoi. Et je pense que c'est un enjeu de fond et qui est pas simple quand on est hyper motivé par notre cause à, à passer au-dessus, quoi. Voilà. On aimerait que tout le monde veuille changer. Parce qu'on comprend pas que les gens ils veulent pas protéger le sang, quoi, par exemple. Guillaume, de ton côté, un petit peu par rapport tu en as parlé tout à l'heure, tu as introduit aussi le terme gamification. Est-ce que ça fait le lien de la manière d'aborder le sujet? Je pense que tu en as un peu évoqué, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce volet, peut-être? Ou Alors, rebondir, hein, bien sûr, sur ce qui a été dit. tout à fait. Déjà, c'est passionnant ce que disent Alexandre et Arthur, et je vis au quotidien les mêmes problématiques, donc c'est génial de se retrouver aujourd'hui pour en discuter. Et moi, j'ai découvert les sciences comportementales il n'y a pas si longtemps que ça, en développant le projet Liberté Watt. Et c'est en effet un champ d'exploration et un champ d'expérimentation énorme et passionnant à tous les points de vue. Donc nous, sur Liberté Watt, on a les mêmes enjeux qu'Arthur, hein. C'est comment on incite les gens à changer leur comportement, lui avec l'eau, nous avec l'électricité, sans que ça paraisse
comme le disait Alexandre, comme une expérience dégradée, c'est là que c'est compliqué, je trouve. Quand on incite à changer les comportements, c'est que de base, le consommateur va forcément considérer que c'est une contrainte. Enfin, va très souvent considérer que c'est une contrainte, d'autant plus si on touche à ses libertés fondamentales, entre guillemets. C'est tout le problème de la transition écologique. Donc pour moi, les sciences comportementales, c'est comment justement sensibiliser et faire comprendre que l'utilisateur a un intérêt, quel qu'il soit économique, écologique, jouer, voilà, à changer ses comportements. Donc nous, on travaille aussi beaucoup dessus. Il y a des choses hyper intéressantes en normes sociales, donc la comparaison à la norme, ce que disait Arthur, à comment se comportent les autres, et pas forcément d'ailleurs toujours ce. Enfin, ce qui est compliqué en normes sociales, c'est en effet quand on est moins bon que la norme, c'est assez facile de se dire il faut que je m'améliore. Mais il y a aussi toute une réflexion à quand on est déjà meilleur que la norme, comment on continue à inciter la personne qui est meilleure que la norme. Parce que c'est vrai que quand on monte la norme, une personne qui est déjà très forte dans l'électricité pourrait se dire bon, bah, en fait, je suis déjà super bon, je vais faire moins d'efforts. Donc il y a aussi une notion de comment on fait persister les efforts dans la durée et comment on augmente la durabilité des actions et des changements de comportement qui est importante. Je m'étais noté aussi quelque chose de très important, en tout cas chez nous, chez Liberté Watt, c'est la notion de contrôle. On constate que dès qu'il y a une notion de perte de contrôle de l'usager, de l'utilisateur final, on a souvent un gros frein et une perte d'adhésion au concept. Donc on réfléchit à tous ces mécanismes qui permettent en tout cas de faire percevoir une certaine forme de contrôle de l'utilisateur sur sa démarche pour pas que ce soit perçu comme une contrainte. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui à impact, il faut absolument se poser la question de comment on crée un changement volontaire chez l'utilisateur et non imposé. Parce qu'on le voit bien avec la réglementation, et on parle beaucoup de politique en ce moment, mais dès que c'est quelque chose qui est imposé, on a souvent un gros frein à l'adoption. Donc la question, c'est comment on arrive à faire percevoir, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'au final, on va quand même lui imposer indirectement de faire quelque chose, mais c'est lui faire percevoir qu'en fait, c'est lui qui prend la décision. Et ça, je trouve ça passionnant. Et je pense que c'est un enjeu pour toutes les startups à impact qui veulent faire changer les comportements. C'est une question qu'il faut se poser. Alexandre, vas-y, réagis, hein, et puis Arthur Ouais, également. ouais, deux choses. La première, c'est que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est que sur la question de, un peu comment on appelle ça, les effets de bord, là, quand on se dit, oh bah je consomme pas beaucoup d'eau en général, donc ce jour-là, je peux en consommer plus, ou l'autre sujet, c'est je dépense pas trop de carbone, donc je peux dépenser plus d'eau. C'est vrai que ce qui est intéressant là sur la table ronde d'aujourd'hui, c'est qu'un peu on voit bien qu'on peut accompagner le consommateur sur l'ensemble un peu des gros postes d'impact et de consommation. Cette vision un peu intégrée, elle me semble importante parce que on a vite fait de tomber dans ces biais-là. Et le deuxième sur la question de la contrainte, évidemment, en fait, McDonald's, par exemple, quand il nous fait consommer d'une certaine manière, il nous contraint, quoi. Leclerc, enfin le supermarché, quand vous y allez, il nous contraint dans notre manière de consommer parce qu'en fait, il nous drive. Donc ça, c'est sûr qu'il faut trouver cette manière de driver les individus, un peu sans qu'ils s'en rendent compte, mais et quand même avec leur consentement, quoi. Euh, et, et, et je pense que c'est d'arriver à transformer la proposition de contrainte, la contrainte en proposition de valeur. Et moi, je le vois bien avec les commerçants, donc les bars. Si vous leur dites, la loi AGEC vous oblige à faire une réduction quand les gens ils viennent avec leur contenant réutilisable, ces commerçants, la plupart du temps, disent, ah, vous nous faites chier avec vos conneries d'écolo, quoi. Si on leur dit, écoute, on peut t'accompagner pour aller capter un marché qui est la consommation nomade, qui est un marché qui est en train d'exploser, il faudrait que tu t'organises pour que mieux communiquer auprès de ces gens-là et être un peu plus attractif. Et notamment, ce serait pas mal que tu fasses une offre commerciale intéressante pour eux. Ils disent, bah, évidemment, si on ne peut pas faire venir des mouches avec du vinaigre, évidemment qu'on va faire une réduction. Et on se retrouve, nous, avec des commerçants qui font plus de 10% de réduction à celui qui vient avec son contenant réutilisable de sa propre, pas initiative, parce que quand même on l'a sollicité, mais de sa propre volonté. Et il n'est pas du tout dans la réaction à dire, vous nous faites chier avec vos contraintes, on est bardé de réglementation. Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec les utilisateurs.
C'est-à-dire que si on leur dit que l'expérience est quand même plus intéressante de boire dans une bouteille en verre réutilisable, une gourde en verre réutilisable, que de boire dans une bouteille même en verre à usage unique et tiède, il va tendre plutôt vers ça. C'est vraiment l'enjeu d'arriver à formuler, en fait, tout en opportunité, quoi. Tout en ça va être mieux, ça va être plus cool, ça va être moins cher, c'est ce que fait ton voisin. Voilà. Et je pense aussi que derrière ça, derrière la multiplication de ces récits positifs, ça démontre aussi que si on se remet sous l'angle territorial, c'est qu'il va y avoir en fait un faisceau d'acteurs connectés les uns aux autres qui vont être autant d'ambassadeurs et qui vont mettre de la cohérence finalement de dans tout un écosystème de consommation. Et ce qui fait le Si lien je un me petit peu permets, aussi. Alexandre, je me Ouais. permets, Alexandre, pardon de te couper, mais c'est intéressant. Justement, tu as évoqué une notion, mais ça peut rebondir. C'est, il nous reste une grosse dizaine de minutes, voire un quart d'heure. Je voulais quand même vous entendre, mais ça va faire le lien aussi avec ton dernier propos, sur cette notion justement de coopération. Là, on a parlé comment coopérer avec finalement, à son insu, à l'issue de son plein gré, comme on disait à une certaine époque, par rapport au consommateur, pour qu'il ne voit pas la contrainte. Est-ce que moi j'ai envie de vous demander comment vous travaillez aussi peut-être avec vos autres parties prenantes? Alexandre, tu travailles avec le réseau de bars. Guillaume, tu nous en diras un mot. Et puis Arthur, peut-être pour commencer sur comment convaincre aussi ses fournisseurs, ses clients, ses donneurs d'ordre. Peut-être est-ce que Arthur, tu peux nous dire un mot sur la coopération que tu mets en place avec la chaîne d'hôtels BNB, si je me trompe? Oui, exactement. Donc nous, on a une des grandes composantes de l'Uniwave, c'est de travailler avec les grands noms de l'hôtellerie. Vous connaissez sûrement Accor, Best Western, peut-être un peu moins BNB, même si c'est un acteur très important. Et l'idée, c'est de se dire que en fait, ces grands groupes, c'est vraiment hyper intéressant pour toute entreprise pour aller en fait travailler et implanter ses premières solutions. Il faut savoir que aussi en termes de ciblage, les besoins des grands comptes sont très différents souvent des indépendants. C'est-à-dire que nous, si on va voir un hôtel d'un coin, il peut être lui convaincu de l'écologie ou il peut avoir envie de mettre une expérience pour ses clients. Mais quand on travaille avec des grands comptes comme notamment BNB, eux, ils sont beaucoup plus regardés des tendances générales, donc à savoir peut-être sur les 5-10 prochaines années. Et donc, en fait, les arguments sont complètement différents. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de les accompagner en fait sur ces sujets-là pour en fait être conforme aux attentes des clients, non pas actuels, mais on va dire dans 2 à 3 ans. Et donc, c'est hyper intéressant pour une startup d'aller travailler avec ces grands comptes. Et justement, peut-être nous dire, puis après je te laisserai, Guillaume, un peu sur, peut-être, est-ce qu'il y aurait des bonnes pratiques ou en tout cas des bons messages un peu marketing à faire passer quand on travaille avec des grands groupes pour les convaincre d'adopter ou de se rapprocher de la solution? Quel a peut être peut-être l'effet déclic ou est-ce qu'il y a eu des éléments un peu ou de langage ou de chiffres qui ont fait passer un petit peu ce cap? Alors je pense que bon, déjà, il faut un produit, un product, intéressant de base, mais il y a beaucoup de startups qui ont ces produits et c'est pas souvent le plus grand frein. Le plus grand frein pour toutes les startups, c'est, le concept de, cohérence et de rassurance et en fait, les éléments de réassurance, ils sont hyper intéressants et importants pour les startups, d'aller les chercher. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur produit du monde si on n'a pas de gage de réassurance, comme on n'a pas l'expérience, et ben, il faut aller les trouver. Et en tout cas, nous, pour les New Wave, c'est vraiment beaucoup à chaque fois par le réseau, que ce soit notamment le réseau d'entrepreneurs pour la planète, que ce soit par des certifications, on va dire, gouvernementales. Nous, par exemple, pour BNB, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a été labellisé France Travel Tech. Et là, aujourd'hui, on a été labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la Transition. Et ça nous permet notamment de travailler là avec Suez, de travailler avec Accor, de travailler avec des BNB. Donc, en fait, il ne faut pas négliger, exactement comme dit Christelle, c'est tout l'intérêt de ce côté mentoring. C'est vraiment d'aller chercher à côté pour les clients. Et nous, on travaille énormément avec notre réseau. Ça implique du temps et souvent, on peut se dire, on se défocus. Mais non, en fait, c'est hyper important parce que c'est plutôt ces éléments et ces organes-là annexes qui permettront de décrocher les contrats plus que de faire la meilleure présentation et d'avoir le produit théorique le meilleur.
Merci Arthur. Je me tourne vers Guillaume, puisque Guillaume, en plus, tu es en levée de fonds, si c'est pas confidentiel. Je crois qu'il te reste 14 millions d'euros avant ce soir à trouver, c'est ça? C'est ça. Si jamais certains d'entre vous ont 14 millions sous la main, on est preneur. Ouais, c'est une bonne question. Comment engager les partenaires? Alors nous, on a un système qui est un peu différent parce que on est clairement nous, dans les logements. Enfin, notre solution, elle concerne uniquement, on va dire, le particulier face à son radiateur. Au moment où il a l'action à faire, il n'y a pas d'autre partie prenante qui est impliquée. Par contre, quand même, juste pour rebondir sur comment embarquer des partenaires, je pense qu'aujourd'hui, avec une solution à impact, il y a plusieurs leviers à activer. Bon, déjà, il ne faut pas oublier que souvent, les partenaires qu'on peut avoir, ça reste des entreprises avec une obligation de profit. Donc, il faut toujours se demander, je pense, en premier, comment ma solution, qu'elle soit impact ou pas, peut faire gagner de l'argent à ce partenaire. Parce que je suis persuadé que dans la majorité des cas, c'est le levier le plus efficace pour aller chercher ce partenaire. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres leviers, à mon avis, à regarder. Il y a évidemment la communication. Attention au greenwashing, évidemment, mais on sait très bien que les grands comptes sont très friands de communiquer sur des actions environnementales qui vont dans le bon sens. Après, à nous, porteurs de projets, de faire attention à ce que cette communication soit honnête et éclairée. Je pense qu'il y a la réglementation aussi. Un bon nombre de grands comptes sont soumis de plus en plus à des réglementations. Alors, on a parlé on parle beaucoup de la CSRD avec Guillaume, Alexandre, dans le cadre d'un autre projet. On parlait de la loi AGEC tout à l'heure. Donc, il faut, à mon avis, savoir, en tant qu'entrepreneur à impact, aller jouer aussi sur ces leviers de réglementation pour montrer que notre solution va permettre aussi peut-être aux partenaires de se mettre en conformité vis-à-vis de la loi. Il y a aussi peut-être un levier intéressant sur le levier ressources humaines. Souvent, ces grands comptes sont très intéressés pour des solutions qui vont aider leurs salariés ou sensibiliser leurs salariés. Et je pense que c'est aussi un bon levier pour, dans mon cas, par exemple, aller chercher les premiers clients. Enfin, moi, ce n'est pas des clients, c'est des utilisateurs, mais aller chercher les premiers utilisateurs, jouer sur cette notion de culture d'entreprise. Aujourd'hui, les grands comptes cherchent à fond à sensibiliser les utilisateurs via des solutions, via des événements. Et je pense que nous, avec des solutions impact, on peut se greffer à ces choses-là pour à la fois trouver des utilisateurs et aussi nouer des partenariats plus solides avec des grands comptes. Donc voilà, il y a sûrement plein d'autres leviers, mais je pense qu'il faut en fait aller creuser un petit peu sur comment on peut intéresser le grand compte à travailler avec nous. C'est Arthur, je te laisse réagir, puis après Alexandre pour nous dire aussi, n'hésite pas à réagir là-dessus. Arthur? Oui, je réagis parce que moi j'avais vachement ces idées-là et tous ces biais à activer. Donc le côté marque employeur, le côté communication, etc. Mais en se confrontant à la réalité, en tout cas la réalité du secteur du tourisme en B2B, le fait est que oui, c'est des arguments en plus, mais ça sera jamais, et j'ai l'impression en tout cas jamais l'argument principal. Et donc oui, il faut s'en servir pour le côté émotionnel. Mais en tout cas, nous, ce qui est certain, c'est que partout, il faut des chiffres et il faut montrer comment faire gagner de l'argent. C'est pas un grand mot et souvent, quand on est dans des milieux très éco-responsables comme celui-là avec Entrepreneurs pour la planète, c'est un peu un gros mot et les gens vont catégoriser les personnes d'une manière. Mais en fait, non, c'est pour avoir de l'impact, il faut avoir un côté un côté économique viable et leur présenter, ne pas avoir peur de leur présenter les éventuels gains qui peuvent être liés bien sûr à la marque employeur en disant voilà, si vous avez moins de turnover, de personnes qui partent de votre entreprise parce qu'elles se reconnaissent dans la mission, et oui, là, ça fait gagner. Mais en tout cas, il ne faut pas simplement donner des idées féeriques un peu, mais plutôt concrets. Et donc, nous, typiquement, sur le côté expérience client, l'expérience client, oui, ça fait plaisir, mais on doit apporter des chiffres concrets. Et typiquement, dans notre cas, on apporte les chiffres à chambre égale, comment elles sont plus réservées si elles sont flaguées vertes, ou sinon, comment elles peuvent être vendues plus cher. Voilà. Alexandre, j'imagine que tu as des choses à dire, tes connaissances Ouais, justement sur cette je pense qu'il reste pas, hors cours. il reste pas assez de temps sur ce sujet-là. Ouais, je pense que le sujet, c'est quand même d'arriver à, au-delà même de la question financière, enfin du ROI pur, c'est d'arriver à bien déterminer la création de valeur qu'on puisse avoir. Et ça dépend aussi à qui on s'adresse. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le tour, enfin, avec les acteurs du tourisme, notamment sur l'usage de la gourde. Là, en fait, on voit bien que la question de la RSE, telle que l'a abordé Guillaume, si on la formalise comme ça, dans le monde du tourisme, c'est un
hyper évanescent, quoi. Il n'y a que Brune Poisson, un peu de choses près, dans le monde du tourisme, qui a une vision assez complexe de la question de la RSE. Mais par contre, oui, les hôteliers, parce que même les hôteliers dans les grands groupes, Arthur, tu me dis si je me trompe, mais il y a beaucoup d'hôtels qui sont indépendants, parce qu'en fait, c'est des marques qui chapeautent des petits groupes. Et donc, c'est quand même un public pas simple. Donc, il faut être très euh, concret, et ça leur apporte quoi concrètement. Et, voilà. Et l'autre volet, bah, effectivement, c'est que pour lutter enfin, pour préserver nos partenaires du greenwashing, bah, il n'y a que les chiffres qui comptent, quoi. C'est le monitoring, quoi. Et donc, bah, voilà, nous, on parlait d'indicateurs tout à l'heure de carbone, de CO2, enfin, de carbone, de déchets. Voilà, ça, c'est des sujets qui vont rassurer. Mais nous, sous notre angle que nous, on résume par la consommation responsable, bah, en fait, on se rend compte quand même que les entreprises, en tant qu'employeurs, sont des super prescripteurs de nos solutions. C'est en fait souvent même des prescripteurs des changements de comportement. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et nous, sous l'angle RSE, autant je disais tout à l'heure, bah, on est une marketplace qui permet aux gens de savoir où acheter de la consommation à zéro déchet. Mais en fait, les entreprises, elles ont un intérêt aussi à ce que leurs collaborateurs consomment pendant les pauses avec zéro déchet. Et donc, nous, on est en train de construire une offre avec eux où on leur dit, bah, soyez nos prescripteurs. Ça veut dire réunissez des groupes de collaborateurs qu'on va sensibiliser et équiper et monitorer. Et en contrepartie de ça, c'est-à-dire qu'entre eux et nous, il n'y a pas d'échange d'argent entre l'entreprise et nous, mais eux, ils nous mettent à disposition des potentiels utilisateurs et nous, on leur remonte de la donnée qui est du monitoring, qui est du reporting, qui va intéresser leurs enjeux réglementaires de plus en plus. Hein. Guillaume parlait de la CSRD. Il y a des enjeux réglementaires de reporting de plus en plus importants. Ils ont aussi un problème de mobilisation des collaborateurs autour de leur stratégie RSE, mais je parle bien d'entreprises structurées comme telles. C'est vraiment un sujet. Puis il y a un troisième point. J'allais dire non, le troisième point, c'était préserver du greenwashing par le monitoring. Et le dernier point, bah, c'est la question budgétaire, quoi. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une contrainte économique. Ça veut dire qu'à minima, ça ne doit pas être un coût supplémentaire, mais plutôt un potentiel retour sur investissement. Mais c'est pour ça que je dis que la question de l'impact, elle va varier en fonction des interlocuteurs. Et l'autre enjeu, parce que le point de départ, Guillaume, c'était quand même la coopération territoriale et de se créer un écosystème de partenaires, c'est que plus vous avez un écosystème dense de partenaires, de parties prenantes, plus vous aurez des barrières à l'entrée de la concurrence importantes. Parce qu'en fait, ça va bloquer des nouveaux entrants sur vos sujets. Donc c'est quand même hyper important, même si parfois ça paraît symbolique, de pouvoir être en mesure au moins de formuler les différentes formes de création de valeur. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas simple. Moi, je suis en train de le faire et vraiment, c'est d'actualité cette semaine avec une facilitatrice graphique pour qu'on puisse montrer l'ensemble des flux que l'on génère pour pouvoir un peu, en fonction de nos interlocuteurs, ben, les repositionner dans cette création de valeur globale. Et j'allais dire, en tant que porteur de projet, j'ai l'impression, et là c'est une intuition, c'est un sentiment, que c'est aussi un moyen, quand on est émergent, de faire des freins, des barrières à l'entrée vis-à-vis de la concurrence en ayant un écosystème très dense, quoi. Merci Alexandre. Alors, Je peux juste vas-y me permettre, je te Guillaume, laisse de réagir. rebondir en 30 secondes, parce que tu m'as posé une question sur ma levée de fonds, mais en fait, j'en ai pas du tout parlé. Et j'ai surtout pas du tout parlé du sujet financier. Et pour rebondir sur ce qu'ont dit Arthur et Alexandre, il est certain, encore plus dans le monde financier, que c'est les chiffres et le concret qui va permettre de convaincre des partenaires et des investisseurs. Et je vais me risquer à être caricatural, mais clairement, aujourd'hui, moi, de tous les fonds d'investissement que j'ai rencontrés, il n'y en a pas un à un, même les fonds qui se revendiquent à impact, hein, qui est venu me challenger sur l'impact de ma solution. Les seuls challenges, c'est tu vas générer combien de chiffre d'affaires, c'est quoi ton cash burn, c'est quoi ton bénéfice, c'est quoi ton runway, etc. Et basta. Donc il faut aussi être lucide. En plus, aujourd'hui, dans une économie qui s'est vachement rétractée, je pense qu'il y a 2 ans, c'était pas la même chose dans l'époque des grosses levées de fonds, là, juste sur la base de pitch deck, etc. Mais aujourd'hui, clairement, les partenaires financiers, ils vont pas. Alors, on est avantagé en solution impact, notamment vis-à-vis des banques, de la BPI, des régions, parce qu'elles ont toutes des programmes spécifiques pour les entreprises à impact.
Par contre, sur les investisseurs type fonds d'investissement, etc., je trouve personnellement qu'on est encore sur de l'économie pure. Et pour répondre à Christelle, nous, on cherche 200 000 euros là. Voilà. Et on Alors est très peut-être, loin des 14 millions. non, mais c'était au cas où, sur un malentendu, s'il y avait un gros donateur, mais bon. Ouais. Non, mais Peut-être, j'ai cru voir quand même que Christelle disait oh bah ça va. Ça veut dire qu'elle les a peut-être quand même, non? oui, Christelle est mécène, elle vous donnera ses coordonnées après. Juste parce qu'il nous reste 5 minutes, je voudrais m'assurer quand même est-ce qu'il y a peut-être des questions de notre assistance, même s'il y a eu, les échanges ont été assez fluides, peut-être est-ce que Christelle ou Isabelle, est-ce que vous avez identifié des questions et le temps qu'on identifie, peut-être Arthur, Guillaume et Alexandre, peut-être en amont, peut-être un peu de conclusion, est-ce qu'il y a une idée que vous n'avez pas évoquée, que vous souhaitiez mettre en avant ou un sujet sur lequel vous souhaiteriez que peut-être qu'il y ait un prochain webinaire ou en tout cas que les membres ou un message à faire passer. Donc, propos libres. Peut-être Arthur, si tu veux, Guillaume et puis Alexandre. Eh bien, écoute, moi, je vais commencer. Moi, je pense que le mot que j'aime beaucoup dire, c'est en tant que porteur de projet, développer votre réseau. C'est la chose la plus précieuse. Et c'est encore une fois, c'est comme cela qu'on aura le plus d'impact et de réussite économique. Donc, n'hésitez pas, demandez les gens sur LinkedIn. On a la chance de faire partie d'un très grand réseau et on a plein. Donc, oui, voilà, faites fructifier votre réseau et n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas à échanger avec moi aussi, avec grand plaisir, que ce soit sur LinkedIn ou là-dessus. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, on va donner à la fin les coordonnées puisque tu nous as donné l'occasion, Arthur. Guillaume et Alexandre, peut-être un mot ou comme Alors Guillaume, moi, vas-y, je te laisse. ça va paraître un peu bateau hein, et un peu fleur bleue, mais moi, je me suis noté penser l'humain. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui et quand on développe une solution à impact, on a beaucoup parlé de sciences comportementales, d'habitudes, voilà, d'habitudes de consommation. Je pense que c'est hyper important en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur et en tant que créateur de solutions, parce que finalement, c'est ce qu'on est, on crée une solution. C'est finalement de penser aux humains qu'il y a derrière, à leurs aspirations, à en effet leur volonté à changer ou pas, leur perception du gain, du bénéfice. Et en fait, se mettre vraiment dans la peau du consommateur final. On n'est plus dans une époque où, et je vais faire le parallèle avec les voitures électriques, mais il faut dépasser cette vision du business et de la création de valeur par j'ai un produit et je remplace par un produit meilleur. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et pour moi, pour aller plus loin, il faut vraiment penser l'humain et penser à ce qui se passe dans nos têtes et à comment on peut influencer dans la bonne direction ce qui se passe là-haut. Merci Guillaume. Alexandre, pour conclure, et puis peut-être si à Christelle, je te laisse prendre la parole, ou Isabelle, s'il y a une question, parce que j'ai pas forcément le chat sous les yeux. Alexandre. Ouais, bon, en rebondissant sur ce que vient de dire Guillaume, moi je pense que dès lors où on aborde la question du vivant, on embrasse la question de l'humain. C'est-à-dire que le vivant, humain et non humain. Et moi je m'en suis rendu compte vraiment à titre personnel dans ce qu'on fait, c'est que là je vous disais, on travaille avec les bars, on est une plateforme qui est censée permettre aux gens de consommer zéro déchet. Et en travaillant avec les bars, on s'est rendu compte qu'il y avait une structure qui s'appelait La Cloche et qui, en s'appuyant sur les bars, accompagne les SDF par ce qu'on appelle des cafés suspendus, des repas suspendus. Et en fait, dans notre plateforme, je me suis dit, mais en fait, notre sujet, au fond, c'est la place des bars dans les transitions de territoire, des bars et des restaurants. Et en fait, finalement, notre plateforme, elle permet aussi d'acheter des cafés suspendus, des repas suspendus à destination des SDF. Et d'un coup, moi, ça m'a paru hyper cohérent, cette vision intégrée de l'impact. Et en fait, on se rend compte que quand on discute avec les entreprises, si je reviens sur la question de la RSE, ben, elles disent, ah purée, mais c'est vachement bien ton truc parce que ça crée de l'impact environnemental, mais finalement, ça crée de l'impact social aussi, quoi. Et donc, cette vision intégrée, on voit que tout de suite, elle a comme effet collatéral de multiplier les créations de valeur et qui ne sont pas uniquement des créations de valeur économiques ou financières.
Mais la réalité, c'est que malgré tout, bah, nous, c'est intégré à notre business model et que, en fait, si tu achètes un repas pour toi en zéro déchet, bah, nous, on prend une commission. Et si tu achètes un produit en mode solidaire pour les personnes qui sont dans la rue, bah, nous, on prend une commission. Et ça fait partie même de notre business model, quoi. Et donc, on indexe finalement notre création de valeur économique, là, notre chiffre d'affaires à notre impact, quoi. Merci Alexandre pour cette conclusion. Peut-être s'il y a une question, et puis vous dire un petit mot juste avant de conclure. Donc déjà un grand merci pour toutes ces remarques. Un petit mot, on va mettre juste, projeter Isabelle, je pense que c'est toi, mettre juste en conclusion un petit peu pour vos contacts, notamment si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets qui ont été riches, hein. Vous le voyez bien dans une table ronde 3/4 d'heure. C'est très court, mais on a parlé business model, évitement, effacement, valeur économique, sciences comportementales, expérience réussie. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous. Est-ce que, voilà, rapidement, pour tenir l'horaire, on souhaitait juste vous mettre. Alors, ça a été dit peut-être par Christelle au début, je pense que oui, le webinaire a été enregistré. Le support de communication que vous avez sous les yeux sera mis également. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre les notes, c'est pas gênant, mais on souhaitait quand même vous le dire, vous remercier les uns et les autres participants. Remercie bien évidemment nos intervenants, Alexandre, Arthur et Guillaume, puisque c'était aussi un webinaire national où on a essayé d'avoir des projets différents, mais avec ce fil conducteur. Et si vous souhaitez faire part de sujets sur lesquels vous voudriez traiter, vous investir, soit devenir également dans notre communauté de porteurs de projets ou de mentors, vous aurez un certain nombre de contacts, notamment de QR codes. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite rajouter, Christelle, dire un mot par rapport à ça. En tout cas, un grand merci. Christelle, tu veux dire un mot ou quelqu'un de l'équipe? Bah, écoute, oui, je veux bien. Franchement, je suis très contente d'avoir rencontré tous ces porteurs de projets. Ils ont des projets qui sont vraiment très inspirants et très intéressants. Et on a beaucoup parlé comment dire, de sciences comportementales. C'est vrai, c'est très important en fait, cette notion de sciences comportementales, de gaming, de nudge. Enfin, tout ça, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans ce type de webinaire. Et je trouve ça vraiment très intéressant, au-delà de l'innovation portée par chacun d'entre eux. Donc, ben, moi aussi, je voulais les remercier. C'était passionnant et puis, ben, merci aussi à tous les participants à ce webinaire. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter tous ces intervenants. Sachez qu'on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Vous avez ici donc nos coordonnées, hein, les coordonnées aussi de Magali, qui est la directrice régionale pour Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait eu plaisir à être parmi nous. Et vous avez nos QR codes si vous voulez nous contacter les uns et les autres par rapport aux différents sujets, soit devenir mentor, soit devenir porteur de projet, soit vous renseigner sur Entrepreneurs pour la planète. Voilà, je crois que c'est tout. Mais en tout cas, vraiment, c'était un beau webinaire avec. J'ai écouté tout ça avec beaucoup d'attention. C'était très intéressant. Et merci, merci à tous. Ben, merci beaucoup. Encore une fois, merci aux participants et aux intervenants, vous trois messieurs. Et puis, eh ben, on fera également une communication après. Et puis, on se retrouve en septembre pour un autre webinaire dont on vous donnera le titre prochainement. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'oubliez pas le replay. Au Moi, revoir. je tiens à te remercier Au quand même revoir. aussi, Guillaume, Au pour revoir, merci à l'organisation. tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci à vous.